D'accord, merci. Non, mais Jean-Louis, je il te n'est pas revaudrai commission ça. Oui. scientifique. Voilà, ça se résume les antibiotiques aux urgences, c'est vite et bien, mais c'est probablement plus facile à dire qu'à faire. Alors, pour essayer de cadrer les malades dont on va parler, on a déjà parlé, j'ai pris ce papier d'une revue qui n'est pas extrêmement connue, c'est une revue australienne, mais qui juste cadre ce dont on parle, c'est-à-dire que ce sont des patients donc avec un certain nombre d'anomalies qui évoquent une infection. LOC, c'est diminution du niveau de conscience. Et puis des malades qui ont des signes d'infection, qui sont éventuellement, on ne va pas parler des patients immunodéprimés ici, qui ont des matériels étrangers, des choses qu'on voit de plus en plus. Et puis des critères jaunes, que je ne vais pas discuter ici, mais qui sont des critères tout à fait classiques dont on a parlé tout à l'heure. Alors ces patients peuvent avoir des critères rouges de plus grande gravité, peu importe ici. Qu'ils restent en jaune ou qu'ils soient en rouge, dans notre problématique, ça ne change pas énormément de choses, si ce n'est qu'en rouge, on va encore plus vite. Mais dans les deux situations, on nous dit, tournez la page et allez au point numéro 6. Et quand on va au point numéro 6, il y a un certain nombre de recommandations. Et la recommandation qui nous intéresse ici, ce sont les antibiotiques intraveineux. Et il est donc écrit, comme c'est écrit partout, de les prescrire et de les commencer dans l'heure qui suit l'arrivée, le moment du diagnostic, voire même dans la demi-heure, s'il s'agit d'un patient d'hématologie ou d'oncologie, et bien sûr de ne pas attendre les résultats des investigations. Alors oui, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, les antibiotiques très très vite, et pas du tout rentrer dans le détail, il y a pas mal d'études rétrospectives ou prospectives observationnelles qui montrent une relation entre le retard à l'antibiothérapie et la mortalité. Et puis, il y a un deuxième type d'études qui montrent que, ce sont des études avant-après, qu'il y a un meilleur pronostic si on respecte les bundles. Et dans ces bundles, vous savez qu'il y a l'antibiothérapie précoce dans les 3 heures ou dans les 6 heures. Alors, loin de moi, bien sûr, l'idée de remettre ça en question. Il faut donner les antibiotiques vite et je ne vais pas du tout remettre en question ce message. Simplement, il faut quand même reconnaître qu'il y a des données qui ne montrent pas cette relation, probablement parce qu'elle n'est pas facile à démontrer, et notamment 2 méta-analyses avec plus de 10 000 patients chacune qui ne retrouvent pas cette relation. Et il y a même une étude randomisée qui n'est pas dans le contexte de l'urgence, qui est dans le cadre d'une réanimation chirurgicale, vous le savez, qui avait été publiée dans Lancet Infectious Disease, qui montrait qu'il y avait même un bénéfice à attendre la documentation, y compris chez les malades graves, mais encore une fois, ne pas misinterpréter ce que je dis, il faut commencer les antibiotiques rapidement. Il faut les commencer rapidement et je trouve que ce papier est assez intéressant parce que finalement, il nous montre que quand on regarde la relation entre le délai de l'antibiothérapie et la mortalité, eh bien, on voit que cette mortalité de 12% quand les malades sont traités avant l'apparition du choc, mais finalement, quand ils ont l'état de choc, malheureusement, c'est probablement déjà un petit peu tard, d'où l'intérêt de ce que nous a dit tout à l'heure Jean-Paul. Et on voit là que, eh bien, après que le patient soit en état de choc, on ne voit pas véritablement de différence de mortalité, en tout cas dans les premières heures. C'est vrai que quand le malade est comme ça, il est malheureusement souvent trop tard, quoi que l'on fasse. Donc on a vu la partie vite. On va essayer de voir la partie bien, en essayant de ne pas trop enfoncer des portes ouvertes, parce que tout le monde, je pense, connaît les recommandations. Et je me suis servi de cette étude qui d'ailleurs s'intéresse accessoirement au délai de mise en route de l'antibiothérapie, mais pas pour ça. Donc c'est parce qu'il y a beaucoup de malades aux urgences. Finalement, quand on regarde sur ces 120 000 malades, le pourcentage de ceux qui sont finalement admis et qui ont une antibiothérapie intraveineuse, c'est quand même pas énormément de malades, c'est 1%. Alors surtout, ça nous permet de cerner le sujet, de ne pas aller dans tous les sens et de s'intéresser aux 3 principaux sites d'infection qui sont les poumons, les urines et l'abdomen.
Alors, là encore, je ne vais probablement pas vous apprendre grand-chose en vous rappelant les recommandations classiques. Et je vais essayer un petit peu de discuter, de voir si elles doivent être mises en cause ou pas. Pour les pneumonies communautaires, une C3G, un macrolide ou une fluoroquinolone. Pour les pyélonéphrite, grave, hein, on est dans le cadre d'infections graves, une C3G de l'amicacine. Pour les infections intra-abdominales, piperatazo, éventuellement un aminoside. Et je dirais quelques mots des infections présumées à staphylocoque avec une PNIM, plus ou moins de la vanco, plus ou moins de la gentamicine. Alors la problématique nouvelle, elle est là. C'est-à-dire que quand le malade arrive aux urgences, il y a toute une série d'éléments qui peuvent peut-être nous faire penser que ce malade est porteur ou pas d'une bactérie multirésistante, voire hautement résistante. Et en dehors de l'infection communautaire stricte sans aucun facteur de risque, eh ben on peut voir aux urgences des malades qui ont eu des antibiotiques, qui ont été hospitalisés dans un pays à risque, qui sont des malades qui sont institutionnalisés ou qui ont des soins à domicile, qui sont dialysés, qui sont colonisés, qui ont du matériel à demeure. Je ne vais pas encore une fois parler des immunodéprimés, etc., etc. Alors juste un mot pour les voyages, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui voyagent, y compris des seniors. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que, vous voyez, quand on est en particulier en Asie du Sud-Est ou en Afrique, eh ben, qu'on a pris des antibiotiques, qu'on a eu la TD, qui est la Traveler Diarrhea, ben, on a des très hauts risques d'être colonisé par des BLSE. Mais la bonne nouvelle, c'est que colonisation, ça ne veut pas dire infection, loin de là, et que cette colonisation va de toute façon diminuer assez rapidement dans le temps, au bout de 2-3 mois, donc 4 mois. Donc il ne faut pas non plus exagérer l'importance de ce problème. Alors si on regarde d'abord les pneumonies, est-ce que les recommandations que j'ai vues doivent être remises en cause dans l'optique éventuellement d'une bactérie moins résistante? Et il y a pas mal de papiers qui sont intéressés à ça, notamment celui-là. Vous avez des pneumonies communautaires et des pneumonies associées aux soins ou des malades avec des hospitalisations récentes. Ben, ce qu'on voit, c'est que le Pseudomonas est rare, que les entérobactéries sont rares, et dans cette étude, il n'y a strictement pas de BLSE. Deuxième papier qui est assez intéressant, qui avait été celui de l'équipe d'Henri Mondor, qui avait regardé l'impact clinique du portage de BLSE en réanimation. Et ils avaient donc regardé un certain nombre de patients. 15% étaient porteurs, mais si on s'intéresse aujourd'hui qu'à cette partie-là, qui sont les infections communautaires, on voit qu'il y avait 12% des malades qui étaient porteurs, mais seulement 1,4% ont fait une infection à BLSE, et il n'y avait aucune pneumonie, c'était des infections urinaires. Donc voilà pour les BLSE et le poumon. Deuxièmement, est-ce qu'il faut prendre en compte du Pseudomonas? Il y a pas mal de papiers là-dessus, vous le savez. On sait qu'un des tout derniers qui a été publié là-dessus, qui montre les facteurs de risque d'avoir du Pseudomonas, qui soit d'ailleurs sensible ou résistant, dans une pneumonie communautaire. Eh bien, vous voyez, sans surprise, que l'existence d'une pathologie chronique respiratoire est un facteur de risque et ceci justifie bien les recommandations classiques de donner un traitement actif sur Pseudomonas aeruginosa quand il y a des bronchectasies, une mucoviscidose, etc. Troisième germe dont on peut se demander s'il faut le prendre en compte, c'est le staphylocoque doré, et en particulier le staphylocoque doré métillaire. Même dans un pays comme les États-Unis, où la fréquence est plus importante, eh bien vous voyez que quand on regarde les pneumonies communautaires, c'est vraiment très très peu. Néanmoins, voilà l'exemple ici qu'on a eu dans le service, récemment, d'un homme de 45 ans, sans antécédent, une insuffisance respiratoire aiguë, un choc, des paramètres biologiques très altérés et à l'examen direct des BGN, mais aussi des cocciagrammes positifs. Et c'était un SARM avec une toxine de Panton-Valentin. Et donc, y penser quand même, puisque ces patients peuvent bénéficier d'un traitement avec une molécule comme la clindamycine. Donc, pour les pneumonies communautaires, si on résume finalement tout ce qu'on vient de dire, c'est quand même le gros morceau. Premièrement, l'association d'une C3G ou d'une macrolide ou d'une fluoroquinolone contre le pneumocoque, ça reste le traitement initial de la très grande majorité des pneumonies aux urgences. Que deuxièmement, ne pas se laisser aller au fantasme de la BLSE pour les pneumonies, c'est un risque qui est très faible.
y compris chez les porteurs, et donc ça ne doit pas être pris en compte dans l'antibiothérapie initiale, sauf particularité. Que troisièmement, le spectre doit inclure le Pseudomonas s'il y a une pathologie respiratoire chronique ou un antécédent de portage ou d'infection chez un BPCO. Et enfin que le SARM, comme vous le savez aussi, est très rare, mais ne pas se faire avoir, parce que bon, cette rareté fait qu'on se fait, si je peux, avoir malheureusement de temps en temps avec une souche PVL chez des patients qui ont par exemple une leucopénie ou une hémoptysie. Deuxième point, est-ce que il faut prendre en compte dans des infections urinaires ou abdominales avec un sepsis aux urgences, les BLSE, on n'est plus dans le cadre de la pneumonie et ça nous amène à savoir finalement quelle est la fréquence ou la prévalence ou l'incidence de ces bactéries. Vous avez ici des données assez récentes et importantes sur plus de 5000 souches de coli et 3500 de Klebsiella. La proportion de BLSE est finalement faible, mais elle n'est pas nulle. 3% d'Escherichia coli, presque 7% de Klebsiella, et on voit que cette proportion augmente chez les patients très âgés de plus de 80 ans, puisqu'elle peut atteindre 5 voire 10%, avec une augmentation non négligeable en 3 ans, de 2010 à 2013, de ces germes. Alors l'étude, à mon avis, la plus intéressante, c'est celle qui a été publiée par Jean-Ralph Zahar là, tout à fait récemment, qui s'est intéressé à 682 épisodes de bactériémie à entérobactéries dans 50 centres. Si je montre cette étude, c'est parce que la très grande majorité de ces septicémies sont soit d'origine urinaire, parce que c'était le cas dans 56% des cas, soit d'origine abdominale. Donc quand on prend les deux, on a plus de 80% des malades. Et donc finalement, ça essaye de poser la question de savoir si on doit remettre en question les recommandations dont je vous ai parlé. Eh bien, vous voyez que c'est 6%, donc c'est assez faible, mais c'est pas nul, de BLSE pour les communautaires et 11% pour des faux communautaires qui sont des infections liées aux soins. Et là, ça me permet de rebondir sur un point qui, je crois, est vraiment important, c'est qu'il ne faut pas hésiter à mettre de l'amicacine dans ces circonstances. Et je vous rappelle que sur les BLSE, si on regarde la dernière colonne, il y a 80% de sensibilité et même 87% pour Escherichia coli. Donc je pense qu'on ne va pas rentrer dans le débat association monothérapie, mais c'est un argument supplémentaire pour faire une dose d'amicacine. Et on sait maintenant qu'une dose avec de 25 à 30 mg avec un pic élevé permet d'être plus efficace et d'éviter la néphrotoxicité. Avant-dernier point sur ces infections abdominales ou urinaires, eh bien, c'est pour confirmer l'utilité, je pense, de piperatazo. Eh bien, c'est cette étude multicentrique sur 37 centres, 627 malades, et on voit que et donc, ils ont regardé de manière observationnelle l'association bêta-lactamine inhibiteur qui en fait était essentiellement piperatazobactam. Et on voit que ce soit du coli, qu'il y ait du choc ou pas du choc, que ce soit urinaire ou d'autres sources, notamment abdominales, eh bien, piperatazo faisait aussi bien que le méropenem. Et donc, finalement, dans des infections graves d'origine urinaire ou abdominale aux urgences, eh bien, l'association céfotaxime-amicacine dans les urines, ça prend en compte les BLSE. Piperatazo dans les infections abdominales, c'est pareil. Restera à voir si d'autres associations sont utiles. Dernier point avant ma conclusion, si on pense à du staphylocoque doré, eh bien, il vaut mieux donner une pénième ou de la céfazoline que de l'augmentin ou une C3G. Voilà cette étude qui suggère qu'en termes de survie, c'est quand même préférable si on a de forts arguments pour ça. Et finalement, chez un petit nombre de malades qui ont possiblement une septicémie à SARM parce qu'ils viennent aux urgences et ils ont été hospitalisés ou ils ont du matériel, eh bien l'association bêta-lactamine-vancomycine semble être plus efficace en termes de durée de la bactériémie et c'est dans le doute une association que je crois qu'on peut recommander.
Je dirais en conclusion que finalement les patients atteints d'infections avec des facteurs de risque ou des signes de gravité, il y a beaucoup d'arguments pour dire qu'il faut une antibiothérapie rapide. Ça ne doit pas empêcher la réalisation des prélèvements, mais ça c'est une banalité de le dire. Et surtout que, je conclurai en disant que les recommandations actuelles, qu'elles soient nationales ou internationales, finalement prennent en compte l'évolution de l'épidémiologie microbienne, y compris les facteurs de risque de bactéries résistantes, en tout cas pour la grande majorité des patients. Je vous remercie.